Et bien sûr, la Chine ne va pas simplement rester assise. Elle fera également quelque chose pour se préparer afin de pouvoir se protéger, militairement parlant, et en termes de défense. Cela crée des tensions dans la région, car ce n'est pas seulement la Chine qui réagit. Les pays de l'ASEAN réagissent aussi, et ils ne sont pas contents que les Philippines soient militarisées par les États-Unis et leur alliance occidentale. Donc c'est vraiment l'atmosphère. L'atmosphère monte, Lena. Et j'ai peur de cela parce que toute erreur de calcul sur le terrain pourrait conduire à une escalade du conflit, et cela pourrait être militaire. Ce n'est pas bon pour la région. Nous ne voulons pas finir comme la prochaine Ukraine de l'Asie. Militariser les Philippines, comme le font les États-Unis, alimenterait une course aux armements régionales, y obligeant la Chine à renforcer et à fortifier sa posture militaire en ce qui concerne la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par une invitée fantastique et une très bonne amie à moi, le Dr Malindog Uy, vice-présidente de l'Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Anna est également chroniqueuse au Manila Times et publie régulièrement son travail sur headsitebyanna.com. J'apprécie vraiment ses écrits. Allez-y et suivez-la pour rester informés. Je partagerai les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Anna, bienvenue à nouveau. Ça fait trop longtemps. C'est tellement bon de te revoir. Oui, merci beaucoup, Lena. Je suis vraiment heureux d'être de retour et je suis vraiment content que tu fasses aussi ton truc maintenant. Je suis ravie que nous ayons cette conversation. Je pense que ça fait presque quelques mois, tu sais. Donc je suis prêt et enthousiaste à l'idée d'avoir cette conversation avec toi, surtout sur des sujets très pertinents et intéressants, non seulement pour mon pays, mais aussi pour la région Asie-Pacifique et le monde. Alors merci beaucoup de me donner l'espace, l'opportunité et d'avoir ta plateforme pour ce genre de sujet. Merci. C'est toujours un plaisir. Et j'attendais avec impatience cette discussion. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis aujourd'hui. Tout d'abord, c'est l'arrestation par la CPI de l'ancien président Duterte, bien sûr. Et ensuite, les derniers développements militaires, la militarisation dans la région, y compris, bien sûr, la visite de Pete Hegseth dans la région et le stationnement d'un autre système de missiles. Commençons donc par l'arrestation de l'ancien président Duterte. Dans les médias occidentaux, sa guerre contre la drogue est avant tout présentée du point de vue des violations présumées des droits de l'homme, ce qui est ensuite utilisé comme base pour le mandat de la CPI et en quelque sorte pour obtenir l'approbation du public qui ne connaît pas vraiment les détails et qui n'est pas familier avec les réalités sur le terrain. Y a-t-il une part de vérité dans le récit occidental des événements qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien président? Merci beaucoup, Lena. Je pense que c'est un sujet très important car il ne concerne pas seulement les Philippines, mais comme il implique la CPI ou la Cour pénale internationale, ce n'est pas seulement une question des Philippines quand on le regarde d'un point de vue plus large. Je pense que tout d'abord, je dois parler un peu de la lutte contre les drogues illégales ou de la campagne anti-drogue illégale pendant la présidence de l'ancien président Rodrigo Duterte. Tout d'abord, il faut clarifier que l'action anti-drogue philippine pendant le mandat de Duterte en tant que président relevait du cadre légitime de l'application de la loi et de l'opération des Philippines. Il n'est donc pas vraiment vrai que l'Agence de maintien de l'ordre, pendant le mandat du président Duterte, lorsqu'elle menait ce que vous appelez des opérations anti-drogue, ciblait des civils. Cela n'existe pas. C'était une opération légitime de l'Agence de maintien de l'ordre du pays. Il n'y avait aucune politique ou hypothèse de l'État visant à cibler des civils. La campagne anti-drogue de l'administration Duterte
était dirigée contre les criminels et les barons de la drogue. Bien sûr, il y a des petits revendeurs de drogue et toutes sortes de criminels. Cette campagne était donc dirigée contre ces criminels, pas nécessairement contre des civils. Je ne comprends vraiment pas pourquoi cela a été présenté de manière à suggérer qu'il y a eu une violation massive des droits de l'homme. Alors qu'en fait, si vous regardez le dossier de la CPI, il y a environ 46 affaires déposées contre l'ancien président. Et je ne vois même pas, d'un point de vue juridique, comment cela s'aligne avec la définition de ce que vous appelez des crimes contre l'humanité. Parce que lorsque vous parlez de crimes contre l'humanité dans le contexte du droit international, cela signifie qu'il y a une tentative ciblée de tuer des civils, similaire à ce qui est arrivé aux Palestiniens à Gaza. Cela équivaut à des crimes contre l'humanité. C'est comme équivalent à un génocide. Mais cela n'a jamais été le cas dans la lutte contre les drogues illégales pendant l'administration Duterte. C'était, encore une fois, une opération légale d'application de la loi dans les limites de la législation du pays. Et en tant qu'État souverain, les Philippines ont le droit de formuler et de mettre en œuvre une politique anti-drogue en fonction de leurs circonstances spécifiques. Quand on parle de circonstances spécifiques à cette époque, et c'était vers 2016 lorsque le président Duterte a pris ses fonctions, les Philippines étaient comparables à un narco-État. Vraiment, je ne plaisante pas. Donc, en tant que président du pays, l'un de ses programmes ou projets phares était de lutter contre les drogues illégales, les barons de la drogue et toutes ces personnes liées aux cartels de drogue illégaux et tout ça. Parce que le pays était comme un narco-État. Donc, si vous êtes le président, la première chose que vous devez faire est de vous assurer que votre peuple, le peuple philippin, sera en sécurité. Et aussi de s'assurer que les jeunes ne sont pas sous l'influence de ces substances illégales qui étaient partout dans le pays. C'était devenu comme un commerce, c'était comme une énorme entreprise à cette époque. Je ne plaisante pas parce que j'étais là. J'ai vécu dans mon pays à cette époque chaque jour. Et je sais tant de choses quand on parle de cette question des drogues illégales. Donc pour nous, les Philippins, nous étions heureux qu'à cette époque, nous ayons eu un président qui se souciait de notre bien-être, qui se souciait de maintenir la paix et la stabilité dans tout le pays, et quelqu'un qui était prêt et avait la volonté politique de combattre les criminels aux Philippines. Parce que même moi, à cette époque, je ne pouvais pas me promener à 22 heures dans les rues de Manille, précisément parce que j'avais peur qu'à tout moment, quelqu'un puisse m'attaquer. C'est quelque chose que je pense que le monde doit savoir. Vous savez, nous étions heureux, pour être francs avec vous, d'avoir eu un président qui a réellement combattu les criminels pendant son mandat. Mais maintenant, vous voyez qu'il est dans le centre de détention de la CPI, sur le point d'être jugé, car c'est maintenant la phase préliminaire, sur le point d'être jugé pour sa lutte contre les criminels. En fait, pour de nombreux Philippins, le président Duterte est un héros parce qu'il a pu rendre les rues aux Philippins pendant son mandat. Maintenant, encore une fois, il y a une recrudescence de la criminalité dans le pays sous l'administration de Marcos Jr. De plus, le problème de la drogue refait surface et il est là. Les Philippines se sont déjà retirées du statut de Rome et l'effet du retrait a eu lieu le 17 mars 2019, si je ne me trompe pas. Donc, d'une certaine manière, la CPI n'a pas de juridiction sur les Philippines. Il n'a pas de juridiction. Et les Philippines, en vertu de l'article, je pense en vertu de l'article 86 du statut de Rome, n'ont pas vraiment l'obligation d'assister ou de livrer des Philippins soumis à une enquête de la CPI, car nous ne faisons plus partie de la CPI. Donc le problème est que l'administration actuelle de Marcos Jr.
a en fait livré un citoyen philippin de bonne foi, un chef d'État de surcroît, un ancien chef d'État qui est bien aimé par de nombreux Philippins, sinon tous les Philippins, à un organisme externe comme la CPI pour y être jugé, ce qui est en fait une violation de notre souveraineté et de notre indépendance en tant que pays. L'administration actuelle aux Philippines semble être, je dirais, très alignée avec les politiques étrangères occidentales en termes de renforcement militaire dans la région, et l'administration Marcos semble certainement être très, je dirais, disposée à se conformer aux demandes. Alors, comment la Chine, qui est une grande puissance dans la région, tout comme les États-Unis le sont dans l'hémisphère occidental, perçoit-elle des Philippines militarisées? La façon dont je vois la Chine en ce moment, c'est qu'elle devient anxieuse. Elle est vraiment anxieuse, au point que je peux sentir que la Chine, parce qu'elle est anxieuse, devient également très agressive en essayant d'envoyer un message aux Philippines, disant que, vous savez, nous ne voulons pas commencer quoi que ce soit. Nous ne voulons pas avoir une escalade de notre relation pas si bonne et une escalade de la volatilité de la mer de Chine méridionale, car c'est l'un des points chauds en termes de conflits militaires possibles entre la Chine et les Philippines, et aussi dans le détroit de Taïwan. Le détroit de Taïwan n'est pas censé être notre préoccupation, mais vous avez l'EDCA, vous avez les bases militaires américaines de l'EDCA, et certaines d'entre elles font face à Taïwan. Et une chose que tu dois te rappeler, Lena, notre chef des forces armées des Philippines, le chef des forces armées des Philippines, a récemment fait une déclaration et un prononcé concernant la question du détroit de Taïwan, disant que les Philippines devraient être prêtes si, en cas d'invasion de Taïwan, nous serons entraînés dedans et nous essaierons de... On dirait qu'il parlait de quelque chose. J'ai dit pourquoi, et dans mon esprit, c'est comme, et pourquoi le chef d'état-major des forces armées des Philippines mentionne-t-il même l'invasion de Taïwan en premier lieu? Taïwan n'est pas notre préoccupation, ce n'est pas notre problème. C'est une affaire intérieure. C'est une question intérieure de la Chine. Donc la Chine a réagi et la Chine a donné une sorte d'avertissement aux Philippines, disant que Taïwan est une question d'affaires intérieures de la Chine et que personne ne devrait s'en mêler. Ce avec quoi je suis d'accord, parce que ce n'est pas notre préoccupation. Mais, d'une certaine manière, les Philippines se trouvent dans cette situation où elles peuvent vraiment être entraînées. De plus, toute escalade dans le détroit de Taïwan peut être perpétuée par des forces externes, des puissances extérieures. C'est précisément parce que nous avons l'EDCA, qui implique des bases militaires américaines, et certaines d'entre elles font vraiment face à Taïwan. Et comme vous pouvez le voir, les Philippines sont maintenant militarisées par les États-Unis de plusieurs manières, en dehors des bases de l'EDCA. Vous avez les 9 déclarées, qui sont des bases militaires américaines. Et encore une fois, certaines d'entre elles font face à Taïwan, près du détroit de Taïwan, et même certaines d'entre elles font face et sont proches de la mer de Chine méridionale. Et celles-ci sont contrôlées par les Américains. Et vous avez également le système de missiles iPhone déployé dans le pays. Et maintenant, l'exercice Balikatan qui est à venir est un exercice militaire conjoint entre nos forces, les soldats de nos forces armées et bien sûr les forces armées américaines. De plus, l'ouest du Japon, probablement l'Australie, le Royaume-Uni et la France seront là pour participer ou être observateurs. Au cours de ces exercices militaires conjoints, un autre système de missiles Typhoon, le deuxième, sera déployé. En dehors de cela, il y a d'autres armes militaires de haut niveau qui seront déployées par les Américains pour être utilisées pendant l'exercice militaire. Donc, si j'étais la Chine, je serais très anxieux et j'aurais toujours ce genre d'anxiété. Je suis mal à l'aise. Et bien sûr, la Chine ne restera pas les bras croisés.
Il ne restera pas inactif. Il fera également quelque chose pour se préparer afin de pouvoir se protéger, militairement parlant, et en termes de défense. Cela crée des tensions dans la région car ce n'est pas seulement la Chine qui réagit. Les pays de l'ASEAN réagissent également et ils ne sont pas contents du fait que les Philippines soient militarisées par les États-Unis et leur alliance occidentale. C'est vraiment l'atmosphère. L'atmosphère monte, Lena. Et j'ai peur de cela parce que toute erreur de calcul sur le terrain entraînera une escalade du conflit et cela pourrait être militaire. Ce n'est pas bon pour la région. Nous ne voulons pas finir comme la prochaine Ukraine de l'Asie. Non, ce n'est pas bon pour la région. Ce n'est pas bon pour le monde, car cela conduirait à autre chose qui perturberait tout, surtout économiquement. Pete Hegseth vient de visiter Manille et c'était la première étape de son voyage en Asie en tant que secrétaire à la Défense. Lorsque vous et moi avons parlé il y a quelques mois, les États-Unis avaient stationné le missile Typhoon aux Philippines et fourni des millions de dollars américains en assistance militaire. Il avait également été annoncé que le système de missiles serait retiré fin 2024. D'après ce que je comprends, cela ne s'est jamais produit. Il est toujours là. Et non seulement cela, mais comme vous l'avez mentionné, il y en a un deuxième qui sera stationné là-bas. Il est en fait en cours de stationnement. Quelle est donc votre opinion sur la militarisation de Manille par les États-Unis? Et selon vous, quel pourrait être l'objectif final d'une position aussi agressive sur la question? Mettant effectivement les Philippines en jeu avec la dernière visite de Pete Hegseth dans la région. Oui, et aussi, Lena, pour ajouter, ce n'est pas seulement le système de missiles Typhoon. Ce ne sont pas seulement les exercices militaires conjoints à venir. Ils déploieront de nombreux actifs militaires de haut niveau, y compris un système antimissile, je pense, un autre. Et bien sûr, des troupes au sol. Je pense que des troupes américaines seront aux Philippines, bien sûr, parce que c'est un exercice militaire conjoint. Et comme je l'ai dit, il y a même une chose que je pense. Je t'ai parlé avant que nous soyons en direct. C'est la dernière, juste le 1er avril, que le département d'État américain a approuvé une vente possible d'armes aux Philippines. Et cela vaut 5,58 milliards de dollars américains. Il s'agit de chasseurs et d'autres armes de haut niveau pour les Philippines, et cela a déjà été approuvé par le département d'État américain. Il semble donc qu'il y ait cet accord en cours. C'est un ajout à ce que vous appelez le renforcement militaire des États-Unis dans l'Indo-Pacifique, spécifiquement aux Philippines. Maintenant, la question est très bonne. Votre question est, quel est vraiment l'objectif final des États-Unis? Pourquoi fait-il toutes ces choses? Et pourquoi militarise-t-il les Philippines? Même sous l'administration Trump, car maintenant nous sommes sous l'administration Trump. Pendant l'administration Biden, nous avons discuté de toutes ces choses, Lena. Et c'était très, vous savez, l'administration Biden était vraiment plus concentrée sur la géopolitique et essayait de préserver l'hégémonie, militairement parlant, des États-Unis dans différentes parties du monde, y compris l'Europe de l'Est ou en Ukraine, et maintenant dans la région Asie-Pacifique. Mais allons, c'est déjà l'administration Trump. Donc, je m'attendais en fait à ce que l'administration Trump soit un peu différente quand on parle de défense et de militaire, qu'elle soit prudente et plus mesurée. Mais il semble que je me trompe peut-être dans mes attentes. En ce qui concerne la militarisation des Philippines, cela a quelque chose à voir avec les objectifs stratégiques des États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Tout tourne autour de ça. Cela reflète la stratégie plus large des États-Unis dans l'Indo-Pacifique pour contrer et contenir la Chine dans cette région. Nous devons nous rappeler que pendant la première présidence de Trump, la stratégie Indo-Pacifique a été poussée. Et je m'attendrai à ce que dans cette deuxième présidence de Trump,
la poussée pour la stratégie indo-pacifique de l'administration américaine soit encore plus marquée avec le temps. Pour l'instant, nous ne le voyons pas clairement et il n'y a pas de déclaration de Trump lui-même, précisément parce qu'il est occupé à essayer d'obtenir un accord de paix avec la Russie sur la crise ukrainienne. Mais une fois que ce sera fait, et je pense que ce sera un peu stable et qu'ils pourront avoir un accord avec la Russie en termes de pivot, je pense que les États-Unis, en termes de militaire et de défense, et dans la pivot bring Asie-Pacifique, ou ce que vous voulez, l'Indo-Pacifique. Et cette stratégie Indo-Pacifique, pour être franc avec vous, a quelque chose à voir avec le fait de contrer et de contenir la Chine dans l'Indo-Pacifique et au-delà. Et ce n'est pas seulement une question de tarifs, et ce n'est pas une question d'économie en soi, c'est vraiment une question de défense et de militaire. Et bien sûr, les États-Unis veulent maintenir leur sorte de pertinence et d'hégémonie, si vous voulez l'appeler ainsi, et leur domination militaire dans la région Indo-Pacifique. Parce qu'ils ont tellement peur, et ils ont ce genre de problème que dans l'Indo-Pacifique, la Chine est maintenant l'hégémon régional. C'est vraiment vrai. La Chine est l'hégémon en Asie-Pacifique. Mais ce n'est pas la seule grande puissance en Asie-Pacifique. Vous avez aussi l'Inde, et l'Inde est une puissance pertinente, une grande puissance en Asie dans notre région. Mais les États-Unis veulent préserver qu'ils sont toujours le numéro 1. Que ce soit en économie, je pense, mais plus en matière de défense et militaire. Donc, cette stratégie Indo-Pacifique sera poussée. C'est ma lecture par l'administration Trump. Et comment faire cela? Ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont besoin de leurs soi-disant alliés militaires. Et il se trouve que les Philippines sont un allié militaire. Jusqu'à présent, bien sûr, surtout sous l'administration Marcos Jr., les États-Unis, à travers ce que vous appelez le traité de défense mutuelle. Donc en poussant pour la stratégie Indo-Pacifique, bien sûr, vous devez militariser votre allié. Et maintenant, cela se passe aux Philippines. Et je pense que cela continuera à se produire, étant donné que, vous savez, le département d'État américain a déjà approuvé une vente d'armes. C'est l'une des plus grandes ventes d'armes jusqu'à présent pour les Philippines, entre les Philippines et les États-Unis. Et je ne sais même pas si le gouvernement philippin, ou mon pays, a l'argent pour acheter ces armes. Mais je pense, d'après mes lectures également, que c'est un atout pour Marcos Jr., afin de s'assurer que les États-Unis le soutiendront, appuieront son administration et qu'il y aura un renforcement continu de la relation entre Washington et Manille sous une présidence Trump et Marcos Jr. Marcos Jr. aura encore 3 ans en fonction et Trump n'a que 4 ans. Et peut-être qu'il voudra être réélu si c'est possible. Donc vous pouvez voir qu'il y a encore ce chevauchement, 3 ans, 4 ans. Il y a encore beaucoup de temps pour qu'ils coopèrent probablement, mais c'est plus sur le plan militaire et de la défense. C'est donc ma lecture. Et évidemment, les États-Unis arment un allié comme les Philippines pour être en première ligne. Ils utilisent le différend en mer de Chine méridionale à cet égard, parce qu'il est facile de justifier, de dire, vous savez, nous aidons les Philippines parce qu'elles ont un différend avec la Chine. Il est facile de justifier l'armement des Philippines pour qu'elles puissent se défendre contre la Chine. Mais voyons, la Chine est censée être un État revendicateur. Mais je ne pense pas que la Chine ait une politique d'engagement dans un quelconque conflit militaire avec des États revendicateurs d'ailleurs, même avec les Philippines. Je ne pense pas que ce soit leur politique. D'après ce que je sais, quand on parle de la Chine, surtout en matière militaire ou de défense, elle est très défensive. Ils ne feront rien à moins que vous ne les attaquiez en premier. Et c'est même ma préoccupation, Lena, que peut-être, je veux dire, avec la folie de notre gouvernement, une erreur de calcul pourrait se produire et nous pourrions, vous savez, faire le premier pas. Et bien sûr, la Chine ripostera. Et que nous arrivera-t-il? Vraiment.
Nous sommes comme un pion dans toutes ces manœuvres géopolitiques des États-Unis vis-à-vis de la Chine. C'est donc très problématique et c'est une situation très préoccupante et alarmante en ce moment. Donc, si vous regardez les États-Unis, quel est vraiment leur objectif? C'est très évident, c'est stratégique. Il veut préserver et poursuivre ses intérêts stratégiques dans l'Indo-Pacifique. D'un autre côté, il veut également renforcer son alliance avec ses alliés, l'approfondir et fournir plus d'aide militaire aux militaires. Ce n'est même pas de l'aide, Lena, parce que nous payons pour cela. C'est vendre des armes à notre pays. Et je pense que c'est l'État profond des États-Unis qui profite vraiment de toutes ces choses. Ce ne sont même pas les Américains, je pense, qui bénéficient de toutes ces ventes d'armes. Ce n'est pas seulement aux Philippines qu'ils font des ventes d'armes. Je pense qu'ils font aussi des ventes d'armes avec Taïwan. C'est pourquoi la Chine est également très anxieuse et mécontente de ces choses. Cependant, c'est les États-Unis. D'un autre côté, les Philippines, sous l'administration de Marcos Jr., semblent résolument alignées avec le cadre ou l'architecture de sécurité dirigée par les États-Unis en Asie. Et cette inclinaison stratégique ou cette position penchée est risquée pour les Philippines. La Chine, pour être franche avec vous, ce prochain Balikatan, le système de missiles Typhoon 2, déjà un système antimissile et d'autres actifs de haut niveau qui seront déployés aux Philippines, les troupes. La Chine interprétera cet accord, toutes ces choses, y compris la possible vente d'armes de 5,58 milliards de dollars américains aux Philippines. Définitivement, la Chine interprétera toutes ces choses non seulement comme une posture défensive en ce qui concerne les Philippines, mais elle pourrait interpréter, je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas chinois. Ce que je dis, c'est que, d'après ma lecture, cela peut interpréter toutes ces choses comme un mouvement potentiellement escalatoire ou une escalade. Par exemple, les F-16 que nous disons vouloir acheter aux États-Unis, ce sont des avions de chasse. Si vous combinez cela avec les 9 bases militaires américaines déclarées, ou ce que vous appelez les bases militaires EDCA, et que vous combinez cela avec des patrouilles conjointes et une présence rotationnelle américaine élargie, pour la Chine, cela signifie que les Philippines ne sont plus neutres. Nous ne sommes pas seulement neutres, mais maintenant nous sommes un participant actif dans ce qu'on appelle la rivalité géopolitique et la compétition entre les Philippines, la Chine et les États-Unis, et le confinement stratégique américain essayant de contenir et de contraindre la Chine dans l'Indo-Pacifique, militairement parlant. Alors la Chine nous verra, « Oh, Philippines, vous n'êtes plus seulement une défense, vous êtes un participant actif. » Et ce n'est pas bon pour nous, les Philippins, car cela signifie que la Chine nous regardera déjà différemment, plus en termes amicaux. Mais peut-être, les Philippines sont peut-être aussi notre adversaire. Donc nous devons nous préparer et nous devons faire quelque chose contre eux aussi. C'est donc mon inquiétude. Je ne dis pas que la Chine fait déjà cela. Mais si vous mettez tout cela ensemble en tant que pays, la Chine réagira et aura un sens différent. Parce que c'est la réalité à laquelle ils font face vis-à-vis des Philippines soutenues et militarisées par les États-Unis. C'est mon problème parce que c'est pas bon pour les Philippines. Une autre chose, Lena, que je pense qu'il est très, très important de souligner lorsque vous parlez de cela, c'est que tout cela ne stabilise pas la région. Ce n'est pas le cas. Cela ne favorise pas la paix, la stabilité ou la sécurité en ce qui concerne l'Asie du Sud-Est et en ce qui concerne l'Asie-Pacifique. En fait, toutes ces actions, militariser les Philippines, menées par les États-Unis, alimenteraient une course aux armements régionales, obligeant la Chine à renforcer et à fortifier sa posture militaire en ce qui concerne la mer de Chine méridionale et en ce qui concerne le détroit de Taïwan.
Et d'autres pays d'Asie du Sud-Est et même de la région Asie-Pacifique seraient plus anxieux de rejoindre cette course aux armements précisément parce qu'ils doivent aussi penser, d'accord, les Philippines font cela, nous devons probablement le faire aussi parce que nous devons nous protéger. Si quelque chose se passe, nous serons entraînés dans quelque chose ou dans un conflit militaire. Donc c'est ce que je peux voir. C'est ce que je peux lire d'un point de vue géopolitique. Cette trajectoire risque de pousser la région dans un environnement volatile et militarisé, où la posture militaire et défensive accrue devient normalisée et l'espace diplomatique pour la résolution des conflits se réduit, surtout quand on parle du différend en mer de Chine méridionale. Donc ce n'est pas bon pour l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas bon pour la région, ce n'est pas bon pour mon pays. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que vous soulevez un bon point en disant que les gens ont besoin d'entendre cette conversation, d'entendre votre perspective à ce sujet et de vraiment essayer de se poser la question, que faisons-nous? Si vous êtes aux États-Unis et que vous payez des impôts, alors vous devez vous demander où vont vos impôts. Si c'est le niveau auquel vous devez être pour quantifier ce qui se passe, alors vous devez vous demander pourquoi mes impôts servent-ils à armer les Philippines? Et ensuite, nous pourrons peut-être discuter de si l'administration Marcos agit vraiment dans le meilleur intérêt des Philippins. Parce que, en les mettant en danger et en créant effectivement une cible dans une confrontation possible avec la Chine, ce n'est probablement pas vraiment dans le meilleur intérêt des Philippins. Et comme vous l'avez dit, le développement économique et la lutte contre la pauvreté, s'assurer que des liens commerciaux sont établis et que les gens ont accès aux soins de santé et à l'éducation, toutes ces choses devraient être prioritaires et non pas détourner des fonds de ces programmes sociaux pour militariser le pays dans l'intérêt d'un acteur étranger, qui dans ce cas semble être les États-Unis. Une des choses qui m'a vraiment fait réfléchir est votre appel à la population des États-Unis qui pourrait écouter cette conversation. Je viens de lire aujourd'hui que jusqu'à présent, les États-Unis ont dépensé $1 milliard pour bombarder le Yémen. Et c'est $1 milliard qui n'est pas resté ici, aux États-Unis. Comme vous l'avez mentionné, la Chine a effectivement averti que l'ingérence étrangère en mer de Chine méridionale serait perçue comme une escalade, ce avec quoi toute personne raisonnable serait d'accord. Dans un article récent que j'ai trouvé absolument excellent, vous avez mentionné que Pékin est en train de finaliser des négociations relatives à un code de conduite sur la mer de Chine méridionale. Il est conçu pour éviter les confrontations dans la région. Je pense donc que cela montre que la Chine fait preuve de beaucoup de patience, alors que le Japon et les Philippines se préparent et se militarisent. Alors, quel est le plan de Pékin ici, avec le code de conduite sur la mer de Chine méridionale, dans le but de prévenir les conflits? Et quel pensez-vous être le plan à long terme que la Chine pourrait avoir pour éviter tout type de conflit dans la région? Le code de conduite sur la mer de Chine méridionale n'est pas nécessairement une solution aux différends, car le différend et les revendications sont très compliqués. Certains États revendicateurs revendiquent la territorialité ou ce que vous appelez la souveraineté sur certaines parties de la mer de Chine méridionale. Certains, comme par exemple les Philippines, basent leurs revendications sur la CNUDM, et c'est basé sur des droits souverains. Les droits souverains et la souveraineté ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, d'une certaine manière, il y a vraiment un point de référence très complexe et compliqué lorsque vous parlez des revendications des États revendicateurs dans la mer de Chine méridionale. Cependant, le code de conduite est un outil de gestion de crise. Dès qu'il est mis en œuvre, dès qu'il est là, en tant que mécanisme contraignant, ou même un document sur lequel tout le monde s'accorde, et qu'il est au niveau de l'ASEAN et de la Chine,
c'est l'ASEAN plus la Chine, y créera une sorte de normalité dans la mer de Chine méridionale. Et il y aura un code de conduite que chacun des États revendicateurs suivra, et l'ASEAN et même les forces extérieures sauront ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est un outil de gestion de crise. C'est un mécanisme pour éviter les crises et désamorcer les tensions, notamment en ce qui concerne les conflits militaires et la mauvaise gestion militaire. Les erreurs de calcul sur le terrain ne seront pas nécessairement éradiquées en soi, mais au moins réduites dans une plus grande mesure. Je pense que c'est la valeur du code de conduite. Et j'espère vraiment, Lena, que la direction malaisienne, la présidence de l'ASEAN en ce moment, pourra pousser à la conclusion du code de conduite d'ici 2025. Je l'espère vraiment. Mais de manière réaliste, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Précisément parce que l'ASEAN décide par consensus. Par exemple, dans un cas, si un pays disait non, même si les 9 autres pays, puisque nous en avons 10, et que le Timor oriental est toujours observateur. Donc sur 10, si un seul disait non, rien ne se passerait à cause du processus de prise de décision par consensus de l'ASEAN. Mais j'espère vraiment que le leadership malaisien sera plus créatif, qu'il poussera et travaillera bien avec tous les pays de l'ASEAN, plus la Chine, pour vraiment conclure ce code de conduite. Mais sinon, j'espère vraiment que le processus continuera, car c'est important. J'ai vraiment de grands espoirs pour le code de conduite, même si je ne suis pas vraiment sûre de quand il sera conclu. Réalistement, je ne pense pas que ce soit cette année ou l'année prochaine. Mais j'ai toujours l'espoir que le matters la manipulatum inkerkes. J'espère aussi. Et je sais que vous vous souciez beaucoup des Philippines et je vous remercie vraiment de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'était une conversation tellement intéressante. Je pense que c'est vraiment révélateur parce que nous avons rarement l'occasion d'entendre ceux qui sont aux Philippines, qui sont, vous savez, prêts à s'exprimer, qui ont le courage de s'exprimer, et vous êtes certainement une voix très précieuse. Alors merci beaucoup, Dr. Amalindog, pour ces perspectives vraiment précieuses que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. J'aimerais continuer cette conversation et j'espère vous retrouver bientôt.